Bonjour et bienvenue sur l'atelier Paris-Gabéa pour la suite de notre épisode consacré à la notion de libre arbitre. Nous allons voir que ce libre arbitre est soumis à la condition du déterminisme psychologique, mais également aux influences extérieures et à notre part d'inné. Nous traiterons du champ des possibles d'action sur soi pour un libre arbitre. Le déterminisme est une conception, nous en avons parlé, selon laquelle il existerait des rapports nécessaires de cause à effet entre les phénomènes physiques et les actions humaines. Où le libre arbitre se positionne-t-il face à cette conception ? Il serait donc réjouissant, nous l'avons dit aussi, de penser que de par la simple force de son esprit, l'individu exerce sa détermination, qu'il fait des choix librement et accomplit ses actes. Un type de perception outre-sensorielle se présente à nous quant à la notion de libre arbitre. Il s'agit de la perception de soi. S'agit-il de se définir comme relié aux autres ou existe-t-il un soi indépendant, capable d'agir sur lui-même, exerçant une certaine forme de libre arbitre ? Il peut sembler difficile de parler d'individualité et de libre arbitre quand on pense l'individu comme un être humain immergé dans une culture. La définition de soi semble nécessairement passer par divers filtres de comparaison, de confrontation à l'autre, de concepts acquis et autres modulations de l'esprit en divers schémas. Pour certains, concernant le concept de soi, ce serait surtout à partir des interactions avec les autres que se construirait une image de soi par un processus de comparaison sociale qui correspond, à l'absence de certitude, à la tendance à se servir d'autrui pour se comparer et évaluer ses propres opinions et ses attitudes personnelles. C'est Godefroy qui le disait dans Psychologie, sciences humaines et sciences cognitives. Ainsi, l'intelligence ne sera pas la même partout dans le monde. Davantage cognitive en Europe, elle sera plutôt sociale en Afrique. Ainsi, l'on peut librement se sentir intelligent en France si l'on est informé de ce que peut être l'intelligence ailleurs, ou bien se sentir stupide sous le poids de concepts sociaux dont on ne sait sortir. Le libre arbitre consisterait probablement d'une certaine façon à se décentrer et changer de point de vue, car au-delà de ce qui est relatif, il existe une forme d'universalité empreinte de possibilités. Au sujet de ces concepts, Vosniadou a montré que les enfants, la représentation de la Terre, pour eux, avait un caractère ethnocentriste, par exemple, ce qui tend à prouver que par-dessus les savoirs innés et acquis, s'ajoute une dimension culturelle à la perception. Le libre arbitre semble être d'emblée parasité par divers filtres extérieurs dont on n'a pas toujours conscience. Je vais citer Neisser. Neisser, qui en 1976 demandait que l'on ne se limite pas à une étude du fonctionnement de l'esprit humain, coupé de la réalité, et plus particulièrement des rapports que la personne entretient avec son milieu physique et social. Brunner, qui est considéré lui aussi comme l'un des fondateurs de la psychologie cognitive, a publié 2 livres dans lesquels il indique que selon lui, la psychologie cognitive fait fausse route en oubliant l'importance de la culture et de l'intersubjectivité de l'esprit. Considérons maintenant les influences extérieures et la part d'inné. Le courant de l'interactionnisme social, prolongeant notamment les conceptions de Vygotsky et de Mead, en 1934, ça date pas d'hier, fait valoir que c'est par les interactions avec le milieu social que les compétences individuelles prennent un sens en référence à des contextes particuliers. Si l'on en croit les behavioristes que nous avions cités dans l'épisode 1, aucun libre arbitre n'est possible et le processus d'apprentissage en est un exemple particulièrement évocateur. Le conditionnement, selon Pavlov, montre le rôle des stimuli dans l'orientation du choix. Donc, est-ce qu'on peut parler de libre arbitre ? Nous avions dit que Thorndike montre que l'apprentissage est le résultat de connexion entre stimulation et réponse avec sa loi de l'effet. Mais l'impact de chaque traitement d'information varie selon que prédominent les informations sensorielles directement issues de la stimulation
ou bien les savoirs, les attentes ou bien les motivations du sujet. La position globale des gestaltistes en la matière met d'ailleurs l'accent sur le sujet organisateur et structurateur de l'environnement, s'opposant à l'idée associationniste d'un environnement qui agirait sur le sujet et laissant donc la porte ouverte à l'idée d'un libre arbitre contre le déterminisme psychologique en un sens. La perception que nous avons des choses dépend donc tout d'abord de la manière dont nous organisons les données que nos sens nous en fournissent, mais également des conditions acquises précédemment sur elles, permettant d'en conserver les caractéristiques qui vont demeurer constantes dans le temps et l'espace, quelle que soit leur position ou les conditions dans lesquelles elles se présentent à nous. Nous aurions ainsi une prédisposition innée à organiser les événements et les objets. Kant disait, en réaction aux thèses empiristes, que c'est l'esprit qui impose sa conception spatio-temporelle. Nous parlerons de percepts, qui sont le produit mental de l'activité perceptive par opposition au stimulus, événement du milieu externe ou interne définissable par ses propriétés physiques. Et les percepts demeurent strictement individuels, impliquant déjà des abstractions et des catégorisations. Les perceptions témoignent d'une cohérence par rapport aux propriétés de stimulation, mais sont avant tout des règles de fonctionnement de l'organisme qui perçoit. On pourrait mettre l'accent sur la cohérence des rapports entre les lois perceptives et la structure du monde physique. Piaget voit dans la perception d'ailleurs une conduite et use volontiers de l'expression activité-perception, de préférence à perception tout court, ceci mettant l'accent sur le rôle pleinement actif de l'individu opérant des choix. La théorie de la perception insiste sur le rôle des facteurs subjectifs mobiles et hypothèses dans les processus perceptifs. Et la théorie tente à traiter la perception comme homogène à l'ensemble de la connaissance. Faisons un petit point maintenant sur les champs possibles d'action sur soi pour un libre arbitre, ce qui peut fortement intéresser nos atypiques, avec un haut potentiel émotionnel puisqu'il est question d'émotion dans ces deux épisodes. Si la culture agit sur l'individu et son libre arbitre, il ne faut pas oublier que cette même culture est le produit de l'interaction de la somme des individus qui la composent. La culture produirait des concepts, lesquels influenceraient nos perceptions. Les théories de la perception s'organisent en fonction des réponses qu'elles apportent à trois grandes questions bipolaires. La question de l'inné et de l'acquis, celle du rationalisme ou de l'empirisme et celle du globalisme ou de l'élémentarisme. Pour certains, en effet, les perceptions sont apprises et résultent de l'expérience et d'apprentissage, tandis que pour d'autres, elles sont essentiellement automatiques et résultent de capacités innées, ce qui semble encore aller, en ce cas, dans le sens d'un libre arbitre fort restreint. Quel choix possible pour l'individu dans la perception de lui-même alors ? L'introspection semble être la voie pour une certaine forme de libre arbitre dans cette construction. S'il fut montré que cette méthode ne permet pas d'avoir la vision de soi la plus objective par définition, elle est celle qui semble de fait être la moins bornée par l'influence d'autrui. Mead et Cooley s'opposeront à cette idée en montrant que notre connaissance de nous découle forcément de l'interaction à autrui et ses feedbacks. Festinger ajoutera que l'individu choisit ses cibles en un certain libre arbitre pour se comparer et définir son soi, mais que son environnement en retour lui impose ses cibles. Divers mécanismes d'action du groupe sur l'individu ont été décrits par les psychologues. La facilitation sociale tend à montrer que l'individu obtient de meilleurs résultats à une tâche en groupe que seul, produisant ce qu'on appellerait un gain social, surtout dans le cas de tâches simples et bien apprises. La paresse sociale est une diminution de l'effort dès lors que les bénéfices sont partagés en parts égales. La désindividuation se produit lorsqu'en situation d'anonymat, l'individu voit sa conscience de soi diminuer ainsi que son sens des responsabilités par un phénomène de désinhibition allant contre ses propres valeurs.
Enfin, la normalisation est un accroissement ou une diminution des normes individuelles au profit des normes communes, ce qui peut éventuellement mener au conformisme social. Tous ces processus semblent fortement aller contre l'idée d'un libre arbitre si l'individu n'a pas une conception consciente de lui suffisamment forte et ancrée. Ainsi, le libre arbitre passerait avant tout par une forte connaissance de soi, doublée d'une conscience de soi inébranlable. Nous avions vu que le libre arbitre était confronté à une arborescence d'étapes qui peuvent facilement l'égarer, voire le perdre. Tout un tas de conditions extérieures semblent jouer en sa défaveur. Il reste à l'individu la possibilité d'éveiller sa conscience des choix qui s'offrent à lui et sans cesse analyser la part d'action possible face à ce qu'il ne peut changer et face aux influences culturelles.